EasyLean. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Joel Gemeta. Aujourd'hui, nous allons créer un to-do app avec le framework web Django. Qu'est-ce qu'un framework? Un framework n'est qu'un ensemble d'outils facilitant la conception d'une application. Si c'est un framework web, cela doit sans dire faciliter la conception des applications web. Cette vidéo est faite dans le but d'étendre nos connaissances en ce qui concerne le framework web Django. Et j'ai vu nécessaire déjà de commencer avec une première application pour déjà voir à quel niveau nous sommes avec Django. Qu'est-ce qu'un to-do app? Alors, un to-do app, ce sera juste une application qui va permettre de créer les tâches à faire. D'un côté, nous aurons des tâches complètes, des tâches incomplètes. Et déjà, nous aurons la possibilité de créer une tâche, de la modifier par la suite, dire s'il y a des choses à ajouter, dire si elle est complète ou si elle est incomplète. Nous aurons la possibilité déjà de supprimer une tâche si on le veut. Et déjà, déjà à la fin du projet, nous allons pouvoir créer une barre de navigation qui doit nous permettre déjà de naviguer entre les différentes tâches. Nous aurons d'un côté des tâches complètes, de l'autre côté des tâches incomplètes, et nous aurons donc à l'accueil de l'application la possibilité de lister toutes les tâches à faire, que ce sont les tâches incomplètes ou que ce sont les tâches qui sont incomplètes ou bien les tâches qui sont déjà complètes. Nous aurons la possibilité de les lister. Quels sont alors les prérequis pour commencer cette formation? Déjà, vous devez avoir les connaissances en ce qui concerne le HTML, qui signifie Hypertext Markup Language, et également avec son frère qui est le CSS. Le HTML pour le contenu web et le CSS pour la mise en forme. Vous devez également aussi avoir les connaissances en ce qui concerne le langage de programmation Python, des performances de Python 3. Et déjà les connaissances en ce qui concerne l'orienteur objet, la programmation orientée objet en Python est vraiment recommandée. Là vous voyez, j'ai mis OPP qui signifie Oriented Object Programming, qui signifie programmation orientée objet, puisque avec Django nous serons amenés à utiliser des fonctions, des classes, donc c'est vraiment indispensable d'avoir des connaissances en orienté objet. Et vous devez avoir connaissance en ce qui concerne Bootstrap ou autre framework CSS, mais ceci est optionnel. Ce sera dans le but de vous apprendre à comment utiliser des fichiers CSS, des fichiers JavaScript au sein de Django. Nous savons, j'ai dit dans la vidéo d'introduction que Python était divisé en deux branches. On avait la version 3.x et la version 2.x, mais en date d'aujourd'hui nous n'utilisons plus la version 2.x qui est déjà obsolète. Si nous nous rendons sur le site officiel de Python qui est python.org, je mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Si vous venez sur l'onglet téléchargement, vous verrez donc, en fonction de l'OS que vous utilisez, le site officiel de Python doit détecter automatiquement le système que vous utilisez. Là vous voyez, on a mis Python 3.8.2 qui est la version en date. Avant il y avait la version 2.x ici. Bon, aujourd'hui nous n'utilisons plus. Pour vous montrer par preuve, si vous venez sur l'onglet de documentation, vous aurez la documentation de Python 3.x, la documentation de Python 2.x. ok. Pour cela, nous devons installer Python sur notre système. Avant d'installer Python, j'aimerais venir d'abord dans la documentation de Django. Là, suivez les étapes que Django propose pour l'installation. On est là sur installation. Pour commencer, nous allons aller sur installation. Voilà, on dit installation. On nous dit que Python doit être installé. Si on tape la commande Python sur notre système, j'ouvre mon terminal et fais un cours de clé pour effacer mon terminal. Si je fais Python, je constate que la version de Python qui est installée sur mon système, c'est la version 3.3.
3.8.2. Bon, pour ceux qui utilisent des anciennes versions de Python 2.x, il faut faire l'effort d'installer la version 3.x parce que c'est cette version que nous allons utiliser. Ok, si je quitte mon interpréteur en faisant exit, alors, là je suis sorti dans le shell interactif de Python. Là j'ai donc Python installé sur mon système. Puisque j'ai Python installé sur mon système, on me dit configuration d'une base de données. Là ça m'intéresse pas. Là, installation de Django. Pour vérifier si Django est installé sur notre système, on tape Python import Django. S'il n'y a pas d'erreur, cela doit s'en dire que Django est bel et bien installé. Si je retape Python et dit import Django, on me dit erreur, aucun module n'est nommé Django. Le module n'est Django. Ok. Ce que je dois faire, c'est d'installer Django. Non, pour installer Django en faisant un cours de pip install Django. Ok. Mais si je fais un cours de pip install Django, je vais noter donc que Django sera installé directement sur mon système. Or, il existe plusieurs versions de Django. Il y a des projets que moi personnellement je peux utiliser Django 2.0 pour travailler. Des projets que j'utilise Django, la dernière version de Django qui est Django 3.0 pour pouvoir travailler. Alors, comment faire donc pour diviser ça? Raison pour laquelle nous allons voir la notion d'environnement virtuel. Les environnements virtuels. Quel est le rôle des environnements virtuels? Si nous venons sur la documentation, nous avons là environnement virtuel. On dit qu'un environnement virtuel est un outil pour garder des dépendances requises par différents projets dans l'emplacement séparé. Ok, bon, je vais un peu essayer de vous expliquer ça à ma manière. Vous voyez un peu par exemple, si vous avez une maison, dans la maison vous avez les toilettes, vous avez la cuisine, vous avez la chambre où à coucher ou bien le salon. Si vous voulez manger, vous savez que vous êtes peut-être au salon et vous avez faim et que vous avez une envie, vous avez un creux, vous voulez manger. L'idéal c'est de se déplacer et aller à la cuisine. Lorsque vous vous déplacez déjà du salon, quand vous sortez du salon, vous n'avez plus accès au salon. Vous n'avez plus accès aux outils qui s'y trouvent dans le salon. Maintenant là, vous avez accès aux outils qui se trouvent dans la cuisine, tels que les marmites, les louches, les cuillères, les couteaux, etc. Vous n'avez plus accès au canapé qui est au salon, la télévision. Ouais. Alors, si vous quittez donc de la cuisine pour le salon, vous verrez donc que vous n'avez plus accès aux éléments de la cuisine. C'est un peu comme ça que fonctionnent les environnements virtuels. Si vous voulez dormir, vous allez aller dans la chambre et dans la chambre il y a le nécessaire qui doit vous accompagner à dormir. Au salon, à la cuisine, il y a le nécessaire pour vous aider à faire de la cuisine. C'est un peu comme ça que fonctionnent les environnements virtuels. Lorsque vous voulez travailler sur plusieurs projets avec des versions différentes des packages, par exemple si je veux travailler sur un projet avec PostgreSQL et que sur un autre projet je veux utiliser MySQL, je ne vois pas l'intérêt de créer un seul environnement virtuel et d'installer tous ces packages. Je préfère déjà séparer mes versions. Si je sais que je dois utiliser Django 2.0 sur le projet A, et créer mon environnement virtuel qui doit contenir Django 2.0. Lorsque je veux l'utiliser, je l'active juste. Et si je veux utiliser, si je veux travailler sur un autre projet en utilisant Django 3.0, j'ai juste à créer un environnement virtuel que je dois le nommer et créer un nom. Là, j'installe la version de Django que je préfère. Si c'est la version 3.0, j'installe la version 3.0, je l'active et j'utilise. Lorsque je désactive mon environnement virtuel, c'est un peu comme je sortais de la cuisine. Là, je n'ai plus accès à Django 3.0. Également, vous n'aurez plus accès à votre cuisine. Là, je vous ai proposé 3 types d'environnement virtuel. Je pense 4. Il y a Anaconda. Qu'est-ce que Anaconda? Maintenant, sur le site officiel de Anaconda. Pour les gens qui font dans les data science, c'est vraiment un outil
c'est reconnu. Avec Anaconda, vous avez la possibilité d'avoir un environnement virtuel, déjà de base qui est base. Avec ça, vous avez plusieurs paquets déjà installés qui vont vous permettre d'accéder à certains modules de data science. Par exemple, vous voyez là, il y a NumPy, il y a Jupyter Notebook, il y a NumPy, il y a Matplotlib également qui est réputé dans la conception des graphes, il y a Panda pour la manipulation des données, il y a NumPy qui est là pour manipuler les tableaux, les matrices etc. Lorsque vous installez Anaconda sur votre système, vous avez déjà accès à tous ces modules-là. Donc, si vous voulez faire des data science, lorsque vous installez, il est préférable d'installer Anaconda, puisque vous aurez déjà affaire à plusieurs packages. Donc, Anaconda vient avec plusieurs packages en lui, avec une possibilité d'avoir un environnement virtuel ou de créer des environnements virtuels. Si je viens au niveau du téléchargement, là, il faut télécharger Anaconda. Anaconda, oui. En fonction de l'OS que vous utilisez, moi je suis sur Linux, j'utilise Manjaro qui est une distribution basée sur Linux. Et il y a la version Anaconda qui vient avec la version qui s'accompagne de la version 3.x de Python et une autre version d'Anaconda qui vient accompagner la version 2.x de Python. Ok, moi j'ai téléchargé la version 64 bits. Si je viens juste dans mon gestionnaire de fichiers, je viens sur téléchargement, vous verrez là il y a Anaconda et pour l'installer c'est très simple. Vous venez dans votre terminal, vous vous rendez dans le répertoire CD et téléchargement, oui. Si je fais un coup de ls pour lister mes fichiers, vous voyez là Anaconda. L'extension c'est .sh, donc vous pouvez exécuter Anaconda pour ceux qui sont sous Linux ou Mac si je ne me trompe pas, en faisant juste Anaconda, vous lancez entrée. On va vous demander d'installer Anaconda, mais moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le refaire. Ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser Anaconda. Pour utiliser Anaconda, il est indispensable de l'installer, puisque vous l'avez déjà installé. Vous tapez la commande conda activate. Ok, lorsque je mets conda activate, il y a juste à gauche de votre écran entre parenthèses le nom de mon environnement virtuel qui est base. Anaconda vient avec un environnement virtuel par défaut qui est base, qui a déjà été créé, mais vous pouvez également créer votre propre environnement virtuel qui est en faisant conda create suivi du drapeau name. Name vous permet de nommer votre environnement virtuel. Je vais le nommer todo app. Tape entrée. Ok, on me dit conda appdb, j'ai dit yes. Ok, maintenant il y a une to activate this environment, use conda activate todo app. On me dit pour activer l'environnement virtuel, je dois taper la commande conda activate todo app. Là j'ai ajouté todo app. Si vous avez bien remarqué, quand j'ai d'abord tapé la commande conda activate, je n'ai pas mentionné le nom de mon environnement virtuel. Il y a l'environnement virtuel par défaut base qui a été activé puisque c'est environnement par défaut. Là quand je mets todo app, c'est pour dire que activez-moi todo app. Lorsque je tape entrée, vous remarquez là il y a un todo app qui est installé. L'avantage que j'ai à utiliser Anaconda, c'est qu'il y a déjà plusieurs modules que je pourrais déjà utiliser sur mon projet Django, tel que NumPy pour gérer les tableaux avec Django. Mais j'ai également deux gestionnaires de dépendances à ma disposition. Nous avons le pip qui est un gestionnaire de dépendances. Nous avons également conda
que je peux utiliser pour installer mes différents packages ou bien supprimer les différents packages. Là, je vais utiliser pip install Django et tape Enter. Ok, une fois Django installé, je peux donc vérifier. Je dois encore essayer d'importer Django. Je tape d'abord Python. Quand mon shell interactif est activé, il dit import Django. Vous voyez là, je n'ai pas les erreurs. Cela signifie que déjà, quand je n'ai pas d'erreur, cela signifie que Django est bel et bien installé. Je peux juste faire. Si je reviens sur le guide officiel de Django, on me dit utiliser la commande print qui est une fonction pour afficher. Il dit Django get version pour afficher la version de Django disponible. Il dit print Django get, j'appelle la fonction get version qui est disponible au sein de Python. Quand je tape Enter, on me dit la version en date c'est 3.0.5. Je pouvais également mentionner la version de Django que je vais installer en tapant juste pip install Django 2 égales. Donc j'ai dit égal, je mets la version que je vais installer. Là, si je tape Enter, c'est la version 2.0.0 sera installée. Mais pour l'installer d'abord, je dois désinstaller la version 3.0.5 avant d'installer la version 2.0. Sinon, je dois créer un autre environnement virtuel. Ok, je vous ai montré comment fonctionne Anaconda. On a donné les avantages d'Anaconda. Et l'une des particularités de Anaconda, c'est que vous pouvez l'activer n'importe où sur votre système. Quel que soit le schéma où vous trouvez, le dossier où vous vous trouvez dans le terminal, quel que soit le répertoire, vous pouvez activer Anaconda juste en tapant Conda activé. Ça, c'est l'une des particularités que j'aime sur Anaconda. Ok, nous allons voir un autre environnement virtuel qui est pipenv. Pipenv, moi également, j'aime également utiliser pipenv. Pour utiliser pipenv, il faut d'abord l'installer. Il faut l'installer pipenv. Bon, je dois dire, il va désactiver mon environnement virtuel. Conda deactivate. J'ai désactivé encore. Ok. Pour avoir pipenv accessible en ligne de commande, si je fais pipenv et tape Entrée, là on va me montrer les options de pipenv puisque je l'ai déjà installé. Mais pour installer pipenv, vous faites un cours de pip install. Vous utilisez le gestionnaire de dépendances pip qui est déjà disponible quand vous installez Python. Pip install pipenv user. Là, pipenv sera installé sur votre système. Pour utiliser, je vais vous montrer comment utiliser pipenv. Je viens donc dans mon dossier que je vais utiliser Django et je crée là et fais un tour de make directory et mets to do app et tape cd to do app. Je suis dans mon to do app. Ok, là ce que je dois faire, je tape Python 3.8.2. ça c'est la version de Python que je vais utiliser. Je valide en tant que l'environnement virtuel c'est créé. Et bien non, ça c'est pour, on dit remove project virtual env, ça c'est pour retirer l'environnement virtuel dans le projet. Ok, je viens là, install all dependency, installer toutes les dépendances. On dit run phrase, ça c'est pas important pour le moment. Je viens sur Python shell, c'est pour activer l'environnement virtuel. Pour activer l'environnement virtuel, c'est fait pipenv
pf chef. Voilà, todo app a été activé. Ça veut dire que mon environnement virtuel a été activé. Si je veux installer Python, je vais juste faire pip install Django, pardon, install Django. Là, je peux préciser la version. Je mets 3.0.5. Ça, c'est la dernière version de Django en date. Mais je ne veux pas installer Django. Je ne peux pas installer Django parce que je l'ai déjà fait avec Anaconda. L'idée, c'est vous montrer le fonctionnement de pipenv. Si je viens regarder, si je vais au niveau de la documentation, je cherche pipenv, voilà. Vous venez sur read.doc, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ici, on vous montre comment pipenv fonctionne, comment installer pipenv, install pipenv user. Oui, voilà ça. On peut mettre, voici la commande pour mettre pipenv à jour. Ok, faire install request. Bon, ça c'est une documentation à suivre. Ok, également je vais vous montrer comment fonctionne venv. Nous n'allons pas voir virtualenv puisque virtualenv et venv fonctionnent de la même manière. J'ai décidé de vous montrer plutôt venv parce que vous n'avez pas besoin d'installer venv en installant Python. À partir de la version 3.4 ou 3.5, si je ne me trompe pas, venv est un module qui est déjà disponible au niveau de Python. Pour créer un environnement virtuel à partir de venv, je désactive d'abord mon environnement virtuel. Pour désactiver l'environnement virtuel à partir d'autres modules, c'est différent de Anaconda. Vous n'avez qu'à taper deactivate. Là, votre environnement virtuel est désactivé. Si je sors dans le dossier en faisant cd, là je suis dans le dossier parent. Pour créer un environnement virtuel avec venv, je dis depuis Python, charge-moi le module venv. Lorsqu'il est chargé, tu lui donnes le nom de venv. Quand je valide, il liste les dossiers. Là, vous constatez là, c'est venv qui a été créé à la racine de mon projet, à la racine de mon dossier. Pour l'activer, quand vous êtes sur Linux, vous faites un coup des sources, ou bien vous n'avez qu'à mettre le point. Quand vous mettez un point, vous tapez venv. Le premier venv, c'est le dossier que vous retrouvez. Tapez activer, vous constatez là, venv est activé et l'environnement virtuel venv a été activé. Pour installer Django, c'est la même chose, pip install Django. Vous pouvez préciser la version en faisant une double égalité. Si vous ne voulez pas, tant mieux. Que moi je ne dois pas l'installer. Il y a montré comment installer Django. Pour désactiver, c'est la même chose que pipenv. Ok. J'ai également dit que c'est la même chose avec virtualenv. Nous avons vu comment installer Django dans un environnement virtuel. Ce que nous allons faire, je dois utiliser Anaconda. Et oui, je dois utiliser Anaconda pour pouvoir gérer mon projet. Je viens dans le dossier où je vais créer mon projet. Je viens encore en racine. Étape cd bureau. Je dois le faire au bureau de ma machine. Ok. Puisque je suis au bureau de ma machine, je dois activer mon environnement virtuel qui est Conda. Anaconda, fait Conda activate todo app. Ok. Maintenant, puisque je l'ai activé, voilà la suite du programme. Bon, j'ai déjà activé mon environnement virtuel. Je me rends dans le guide de Python. Nous avons pu afficher la version de Django. C'est parti. On dit écriture de votre première application avec Django. Je poursuis. On me dit que ce soit sur Linux, je peux également taper Python-m Django version pour également avoir la version de Django. Pour voir la version de Django qui est installée, ce que j'ai à faire, puisque mon environnement virtuel est installé et déactivé, je fais Python-m Django pour vérifier, puisque Django est un
C'est un framework, mais c'est aussi un module. Okay. Et dit Python, charge-moi le module de Django, puisque le drapeau -m signifie charger un module, et tu me donnes sa version. La version que j'ai Django que j'ai installée, c'est 3.0, 3.5. Une fois cette version installée, je continue avec la lecture de ma documentation. On dit que pour créer un projet, il doit taper la commande Django admin et start project. C'est ce qu'il doit faire. Django admin et start project. Et donne le nom à mon projet qui sera todo app. Et je peux l'écrire comme ça, oui. Le todo app. Si je fais un courrier ls, il recherche un todo app qui a été, voilà, vous voyez, ça c'est un dossier todo app qui a été créé à la racine de mon projet, à la racine de mon qui a été créé sur mon bureau, pardon, tant pour moi. Je continue la lecture. On me dit voilà ce que Start Project a créé. Si je tape si j'entre à la racine de mon projet, dans mon projet cd todo app, je suis dans mon projet, je fais ls. Vous voyez un manière pour py et todo app. Si je fais un find, je mets le point pour dire que cherche à partir de la racine de mon projet, tape entrée. Vous voyez il y a les dossiers qui sont listés. Voilà tout ce qui se trouve dans mon dossier todo app. Vous aurez tout affiché dans le sous-dossier même. Ok, on dit pour démarrer le serveur, il doit taper python mani.py run server. Il tape également python mani.py run server. On me dit que mon serveur de développement marche en local et écoute sur le port 8000. Je dois me rendre dans mon serveur local. Ici, je tape 180, je tape l'adresse. Ok. The install worked successfully. Congratulations. On dit que l'installation a marché avec succès et on me félicite pour l'installation de Django. Ok. Puisque mon serveur Django a déjà été installé, je retourne. Maintenant, il est nécessaire de comprendre ce qu'on appelle un CRUD parce que le todo app est basé sur la notion de CRUD. CRUD qui signifie Create, Read, Update, Delete. CRUD doit nous permettre, il sera question pour nous d'insérer les données dans une base de données. Ça sera la partie où nous allons ajouter des tâches ou ce sera la partie où nous allons créer des tâches. Donc, en créant une tâche, nous serons amenés à ajouter ou à insérer les données dans la base des données. Et nous avons read qui signifie lire. Il sera pour nous de lire, afficher ou bien de récupérer les données qui sont présentes dans la base des données et les afficher à l'utilisateur. Nous avons également qui est update pour nous de mettre à jour une donnée en particulier, que ce soit une tâche qui a été incomplète et que nous voulons la compléter. Nous allons faire ce qu'on appelle une mise à jour. En anglais, cela signifie update. Maintenant, delete, il doit s'en dire, il sera question pour nous de supprimer une donnée existante, peut-être une tâche qui a été complétée depuis et qui occupe de l'espace. Nous voulons la supprimer, nous allons utiliser delete. Tout cela sera fait à partir de l'ORM Django. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, ciao.